Un diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est une réalité contrastée, une réalité très individualisée et très variable aussi. Et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête pour ne pas se faire un tableau figé de ce que sont les troubles cognitifs. Mais c'est clair que avoir un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou vivre avec des troubles cognitifs, c'est énormément de difficultés, c'est énormément de changements, des changements dans la vie quotidienne, dans la compréhension du monde, des changements dans mes capacités d'expression, des changements dans mes relations, dans mes interactions avec les autres, mais aussi avec l'environnement qui m'entoure. À côté de cela, il y a aussi beaucoup d'idées reçues autour des troubles cognitifs. D'ailleurs, on parle de démence, on parle de folie, enfin on associe en tout cas Alzheimer, démence, folie, peut-être dangerosité même de la personne. On vous parle aussi de presque mort, on vous dit de faire le deuil déjà de la personne. Il se fait que en fait, ces troubles cognitifs, ils vont toucher aussi aux capacités de raisonnement de la personne, et on a parfois l'impression dans notre société aujourd'hui que c'est ça qui fait l'essence de l'être humain, c'est sa capacité à raisonner. Ce serait un peu oublié qu'on a aussi toute une autre palette de compétences au-delà du raisonnement et que l'homme ne se résume absolument pas à sa capacité de raisonnement. C'est pas parce que je suis moins capable de raisonner que je suis moins humain en fait. Mes envies sont toujours là, mes émotions sont toujours et encore plus présentes en fait que quand je n'ai pas de troubles cognitifs. Et si elle pouvait nous parler avec des mots, elle nous dirait certainement « considérez-moi comme l'adulte que je suis, ne me parlez pas comme un enfant, ne parlez pas de moi devant moi comme si je n'étais pas là, incluez-moi dans les conversations, demandez-moi mon avis et si c'est difficile pour moi, trouvez la bonne manière pour aller me demander mon avis, observez peut-être ce que je fais si je ne suis plus capable de vous le dire avec des mots, soyez dans l'observation, regardez ce qui me fait vibrer, ce qui amène un sourire sur mon visage, ce qui m'éveille. Elle dirait aussi soyez patient avec moi, faites-moi confiance, faites confiance aux capacités que j'ai et regardez-moi avec ce regard qui valorise mes compétences. Et là, quand vous me regardez comme ça, alors je me sens mieux, je me sens vivre, je me sens exister dans votre regard. Elle dirait laissez-moi tranquille quand parfois j'ai besoin d'être tranquille aussi. Vous aussi, vous avez besoin, parfois des moments de tranquillité, des besoins de tranquillité, donc ne me forcez pas en tout cas. Ne me forcez pas, ne m'imposez pas, ne me mentez pas, ne me menacez pas non plus. Soyez naturel avec moi, soyez le plus naturel possible. En fait, je pense que c'est des choses qu'elle nous dirait. Et si on est dans l'observation, si on est dans l'écoute patiente, on entend tout ça en fait. Donc les émotions, les envies, les sentiments, le besoin en tout cas d'être en communication est extrêmement important, d'être en relation, est toujours extrêmement présent, comme chez vous et moi. Le besoin d'avoir des relations humaines, des relations normales, des relations spontanées, où finalement l'étiquette de la maladie est oubliée, où je vais à la rencontre de l'être humain qui est là face à moi. Et donc pour nous professionnels, c'est vraiment important d'être conscient de ce besoin d'être en relation. C'est vraiment important aussi de changer un peu nos objectifs, que notre objectif c'est plus vraiment l'aboutissement, mais c'est tout le cheminement, c'est tous les bons moments qu'on va passer avec la personne et qu'on va lui permettre de passer, des moments où il va pouvoir se réaliser, où on va à la recherche de ses compétences, où on va pouvoir le valoriser dans ce qu'il sait faire, parce que les capacités sont présentes. Bien souvent le diagnostic de maladie d'Alzheimer va un peu cacher toutes les compétences. Et donc nous, professionnels et nous proches aussi, notre job, c'est un peu d'aller à la recherche de tout ça. Et c'est ce que Tube nous amène à faire aussi, c'est vraiment aller à la rencontre de l'être humain, c'est maximiser les moments où on va être en relation, les moments vrais, les moments authentiques, les moments de partage. On se met à la place de la personne et pas à la place du travailleur en fait. Donc qu'est-ce qu'on aimerait bien faire, ou si on était à la place de la personne, comment est-ce qu'on voudrait qu'on soit accueilli ou accompagné ou soigné, quoi. Donc c'est un changement de vision et de regard surtout sur la personne âgée à la base, et encore plus avec des troubles cognitifs. Donc c'est voir la personne comme une personne et pas comme un malade. On travaille beaucoup sur la mémoire émotionnelle, et donc c'est créer justement des moments émotionnels forts et positifs. La mémoire émotionnelle, c'est une mémoire qui fonctionne encore très très longtemps. Quand
dont on est souvent inconscient. Hein. Moi, j'entends parfois des gens qui me disent oh, je comprends pas pourquoi cette dame-là n'aime pas ma thèse, moi elle ne veut pas. Mais pourquoi? C'est parce que la personne a enregistré émotionnellement des choses négatives avec cette personne-là. Et donc nous on travaille beaucoup ça sur les liens émotionnels et donc toujours créer des moments positifs avec les personnes, ça permet de créer des liens beaucoup plus facilement avec les personnes qui ont des difficultés cognitives. Et donc ouais, on travaille sur ces besoins émotionnels principalement. Si moi j'étais à la place de ces gens-là, j'aimerais bien qu'on prenne le temps pour moi. Donc je me mets toujours à la place de ces personnes en disant ben, oui, j'aimerais pas qu'on me lave que les jambes ou que la partie intime, c'est tout. Non, j'ai envie d'avoir une toilette rafraîchissante, avec de la crème, avec des soins, des petits soins, les ongles, les oreilles, tout comme quand nous on se lave. Donc je me mets à la place de ces gens-là en me disant eux ne savent pas soit me parler, soit me le dire. Donc je préfère franchement me mettre à la place en me disant ben, je vais le faire comme si c'était pour moi. Voilà. Avoir un rapport d'égal à égal, pas de soignant à soigner, mais plus d'accompagnant, d'aidant, on va dire. Et donc il y a plus ce rapport de force ou d'autorité où le soignant décide pour la personne. C'est plutôt ensemble avec la personne, on va décider comment il veut qu'on l'accompagne en fait. C'est quoi un quick win? C'est une action que je peux mettre en place très rapidement et qui va aussi très vite m'apporter des résultats. Un quick win, c'est vraiment un gain rapide que je peux mettre en place dès demain ou dès tout de suite là, quand je suis de retour au boulot. On frappe quand on entre dans une chambre. Évidemment, on se présente. On demande à la personne comment elle s'appelle, de se présenter, de parler de sa situation. On prend le temps, on s'assied, on ne regarde pas sa montre quand on parle à la personne. On la regarde, elle, dans les yeux. On crée cette relation. On ne la touche que si elle nous autorise ce geste. Parfois, on pourrait se dire, on va la prendre par la main ou par l'épaule. Non, on attend que l'intimité qu'on aura créée entre nous permette ce geste. Vraiment être dans le rythme de ce que la personne nous offre. Je trouve que ça, c'est vraiment super important. Après, la création de cette complicité, ça va permettre beaucoup de choses. Aller voir ce que la personne a comme objectif à l'intérieur d'elle-même. Ne pas plaquer notre objectif sur le patient. Se dire que c'est ce qu'elle souhaite qui compte, cette personne. Oui, il y a d'autres stratégies. En fait, les deux autres stratégies, c'est justement d'essayer de se mettre en relation, d'expliquer pourquoi on est là, et d'expliquer le bienfait de notre présence. Et à la longue, la personne, nous savons comment elle est, nous savons ce qu'elle exige, nous essayons de la mener en sorte qu'elle soit bien, de le mettre dans les conditions qu'elle préfère. Par exemple, si c'est quelqu'un qui aime être lavé au lit, on peut le laver au lit. Si c'est quelqu'un qui aime être lavé à l'évier, on va le mettre à l'évier. Et donc, on les connaît. On connaît leurs habitudes. On respecte leurs habitudes. Oh, exactement. Toujours, on échange, on parle. Il y a bonne ambiance quand même. Mais moi, j'aime bien le faire des blagues. Parce qu'on devient, et alors quand il ne fait pas de blagues, des fois tu le fais rigoler, il est dans le faux humeur, mais quand il fait des blagues, des gestes, je commence à rigoler, moi je prends bien. Là, c'est ça qui est important pour moi et je pense que tous les résidents qui sont là, si vous allez demander de l'Antonio, on va te dire non. Là, vous ne pouvez pas me toucher parce que je sais comment les faire des gestes, même qu'elle est énervée. Mais à ma présence, il se sent vraiment à l'aise. Parce que moi, j'ai fait que les nerfs sortent de lui ou de elle. Donc, vraiment, c'est ça que moi, j'ai fait. Quand tu es là, il faut être toujours souriant. La première chose, il faut lui donner la souris. Oui. Il faut lui donner l'assurance qu'ils sont encore, il y a encore du temps. Ouais. Et quand tu demandes l'âge, toi tu as quel âge? Il dit non, moi j'ai 70 ans. Ah, c'est bien. Tu lui donnes un peu la joie de vivre. Tu partages la joie là avec eux.
C'est ça, quand tu es là, Oui. tu souris avec eux. Malgré c'est quelques minutes et tu passes. Oui, c'est ça. J'ai essayé de parler aussi un peu. Ah, c'est content, tous les deux. Créativité, finalement, et c'est ce que Tube nous amène à faire et à être, c'est encore une fois tomber la blouse, c'est oser, il y a un peu d'audace aussi dans la créativité, c'est aller chercher mes savoir-faire, toutes mes compétences. Alors au boulot, j'ai une étiquette de ce que je suis, de ma fonction, mais je suis bien plus que cette fonction. Et donc créativité, c'est aussi aller chercher en moi d'autres ressources que celles peut-être qu'on attend dans l'institution, et les mettre au profit de la relation avec la personne. Leur donner de l'amour qu'ils n'ont presque plus, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'amour. Donc je prends le temps avec eux de toujours leur parler, d'essayer de leur parler de leur passé, ou chanter avec eux des chansons d'autrefois, donc des vieilles chansons, genre Piaf ou des choses comme ça qu'ils aiment bien et qui se rappellent, pour pouvoir les aider à démarrer la journée correctement, toujours avec la gentillesse, le respect, leur demander s'ils peuvent, si ça ne leur dérange pas que je puisse faire leurs soins. Et voilà, c'est toujours avec l'accord de la personne, en douceur. Franchement, il ne faut jamais les brusquer parce que si on dit agressif directement, c'est fini, on ne sait plus rien faire. Donc moi, j'ai toujours un petit mot gentil ou une petite tout douce. Et parfois, je leur demande, tu veux pas un câlin? Alors quand on leur donne le câlin, ils sont contents. Et puis moi aussi, je suis contente parce qu'un câlin, ça ne va pas durer longtemps. En 10 secondes, c'est bon. Nous faisons en sorte qu'ils participent à la vie de la maison d'une façon générale. C'est-à-dire que nous nous organisons dès le matin à ce qu'ils prennent des repas ensemble. Et ça leur permet d'être en groupe. Ça leur permet d'être en groupe et ils échangent à ce moment, ils échangent entre eux, mais ils échangent avec nous aussi. Il est en condition. Des fois, il me voit avec des chariots, je viens avec. Il me dit, mais je vais vous aider. Je dis non. Ah, pourquoi pas? Je ne peux pas vous aider, pourquoi? Je dis bon, ça va, je lui donne les petits chariots. Moi, je reste devant, lui derrière, il va tout doucement. Il se sent vraiment à l'aise. Il dit non, merci beaucoup. Comme ça, moi, je vais bien travailler. Pourquoi vous ne voulez pas? Les refus peuvent être liés au moment présent. On sait bien, chez des personnes qui ont des troubles cognitifs, ça peut très fort varier d'un moment à l'autre. À ce moment-là, si ça ne leur convient pas, il faut donc repasser, quoi. Donc il faut, c'est aussi, pour une toilette, ça va être la même chose aussi. C'est prendre le temps, s'y prendre à l'avance pour pouvoir repasser plusieurs fois et vérifier d'où vient le refus. Enfin, vérifier. Réessayer plusieurs fois. Et puis voilà, si le refus se répète, c'est que vraiment elles n'ont pas envie. Mais ça peut être simplement, c'est pas le bon moment, quoi. Toujours en douceur, en délicatesse, avec le respect. C'est surtout ça, et l'humanité. Il faut vraiment être humain avec. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça ne sert à rien de venir parce que il faut s'adapter à ces gens-là. C'est pas eux qui doivent s'adapter à nous, c'est nous qui devons nous adapter à eux. Donc c'est avec leur rythme, leur façon de vivre, leur passé, leur vécu, et voilà. Et quand les rythmes sont très différents et que la personne n'a pas nécessairement compris ce qu'on allait faire comme geste, si on arrive pour une prise trop rapide, pour un transfert trop rapide ou quoi que ce soit, on peut avoir une interprétation de la personne de ce geste comme un geste d'agression, même s'il ne l'est pas, il n'y en a aucune intention. Et donc ça peut provoquer une défense de cette personne par rapport à notre intention. Et ça cause parfois des accidents de travail. Par exemple, on cherche à donner des médicaments à une personne, mais la cuillère arrive trop vite avec le médicament. Et hop, on va avoir un mouvement de la personne qui va repousser la cuillère ou prendre un pouce ou le tordre. C'est quelque chose de concret. Ou bien quand on habille quelqu'un, ne pas l'avoir, aller parfois un peu trop vite, ne pas l'avoir prévenu, mais là maintenant je vais vous mettre votre blouse, et bien hop, on va avoir un mouvement de défense, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? La personne ne comprend pas ce qui lui arrive et pouf, on va avoir une réaction, on va dire, ouais, il est agressif. Non, en fait il a une réaction de défense par rapport à un geste qu'il pense être une intrusion, en tout cas dans son intimité, même si ce geste a la meilleure intention du monde.
je connais le stress, les difficultés que les infirmières et les aides-soignantes peuvent rencontrer avec les personnes atteintes de troubles cognitifs, que ce soit au niveau des troubles du comportement. Je sais le stress que ça peut amener au niveau des soignants. La chose la plus importante, c'est vraiment de rassurer les soignants au cas où ils rencontrent des difficultés, de venir en parler sans honte, sans se culpabiliser. Parce que des fois, c'est pas facile de soigner quelqu'un, par exemple, qui est dans le refus des soins. Et il y a certains soignants, par exemple, qui peuvent se dire, ah, moi, je suis pas arrivé, alors que quelqu'un d'autre y est arrivé. Et il y a une sorte de culpabilité à ça. Et ça peut générer aussi une forme de violence envers la personne qu'on n'a pas pu soigner parce qu'on va forcer. Alors que si on n'avait pas forcé et qu'on allait chercher quelqu'un d'autre, on allait se reposer et revenir après. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens, à ce qu'on soigne la personne, mais sans forcer. Et si on sent qu'on est en train d'augmenter dans les émotions négatives, qu'on donne le relais, qu'on donne la main aux autres. Décoder, c'est vraiment mettre un peu prendre ma loupe de détective et essayer de comprendre ce qu'elle est en train de m'exprimer ici. C'est déjà penser au départ qu'il y a du sens dans ce qu'elle est en train d'exprimer. C'est vraiment le postulat de départ. Si je pense que c'est juste un symptôme, je n'ai rien à décoder, en fait, c'est juste ça. Mais c'est me dire qu'elle est en train de me dire quelque chose et je vais essayer de comprendre. Déjà moi en l'observant, mais aussi en allant à la rencontre de mes autres collègues pour avoir leur point de vue à elles aussi. La collaboration est extrêmement importante dans le décodage et dans l'accompagnement des personnes avec des troubles cognitifs. On détient tous bien souvent une petite part aussi de compréhension et en mutualisant toutes ces compréhensions-là, on permet une vision plus globale de la personne qui a plus de difficultés à s'exprimer. C'est ça, décoder. Une semaine à l'avance, donc nous avons une feuille d'invitation. Donc chaque membre du personnel sait de quel résident va parler la semaine suivante. Et donc, il y a une feuille qui est affichée au niveau du bureau infirmier où chaque membre du personnel, toute fonction confondue, peut venir rajouter ce qu'il connaît et qui sait du résident et qui peut nous aider à ce qu'il soit plus heureux chez nous, quoi. Parce que parfois, on a des techniciennes de surface qui passent énormément de temps avec les résidents. Ils ont parfois des confidences ou des choses qui sont importantes de savoir pour que leur bien-être au quotidien soit amélioré. Pour nous, ce qui est important quand on doit travailler avec des personnes qui ont des troubles cognitifs, c'est de penser à d'autres façons de nous adresser à eux, d'être sensible à tout ce qui est non-verbal. Et bon, un jour, on avait proposé une animation sur les valeurs de respect, de bien-être. Et par exemple, pour ça, on avait directement mis les gens dans des situations de bien-être. On avait dressé une jolie table, on était attentif à eux, on était proche d'eux, pour leur faire vivre les choses plutôt que de leur poser des questions sur un sujet. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on utilise des aides externes. Donc, quand on doit leur poser des questions, on le met par exemple... Donc, on a un canevas avec des questions bien précises, comme on pose les mêmes questions aux autres résidents. Et en fait, on a parfois des petits bonhommes oui, non, avec un sourire ou qui est fâché. Comme ça, les résidents qui ne savent pas s'exprimer facilement, ils savent s'exprimer avec ces aides externes. Alors les deep wins, c'est plutôt des actions à mettre en place de manière plus structurelle, plus organisationnelle, plus hiérarchique peut-être aussi, qui vont justement permettre à toutes ces attitudes de se mettre en place et qui vont les inscrire dans la durée, dans la constance entre les différents membres de personnel, dans la cohérence avec le projet institutionnel aussi. Donc tout ça, c'est vraiment nécessaire pour que chaque professionnel puisse se sentir autorisé à fonctionner autrement et à laisser plus de place à la relation au quotidien. Si ce n'est pas inscrit structurellement, ça ne peut pas perdurer. Ce sera juste le fait de l'un ou l'autre qui pense que c'est bien de fonctionner comme ça. Mais les repères et la constance, c'est vraiment important. Alors pour ça, mais il faut tout un travail sur le projet de vie, c'est ça, c'est deep, c'est profond. Travailler sur l'organisation du travail, sur le partage de l'information et donc sur les outils et les procédures qui vont permettre ce partage d'informations. C'est octroyer aux professionnels des moments où ils vont pouvoir partager, où ils vont pouvoir parler de ce qui est difficile pour eux, mais parler aussi de ce qu'ils ont compris chez tel et tel résident. C'est sans doute un niveau du vivre ensemble aussi, permettre des moments d'échange entre les résidents, d'aménagement des lieux. Et donc quand on met la casquette tube, tout ça va se faire en collaboration avec le résident.
que lui puisse participer aussi à l'aménagement des lieux pour qu'il soit plus familier, qu'il ressemble moins à un lieu institutionnel, mais plus à un lieu où l'on vit, où l'on est bien. Puisque TUB, c'est quand même ça, rappelons-le, c'est mieux vivre et mieux travailler ensemble, être plus heureux ensemble, partager plus de moments. Et donc pour permettre ça, il y a tout un travail structurel à mettre en place.